Salut Cyril, salut Laurent, bienvenue à l'Ashtamtish. Qu'est-ce que je vous sers? On a de nouveau, si jamais, du rayalalala flambé pour le dessert. Ah, moi ça me va bien, puis si tu peux me mettre une double crème fribourgeoise avec, c'est bien lourd à la digestion. Pas de problème, Cyril. Écoute, moi je prendrais bien un Komarek, t'en as encore en stock? Je vais voir ça, j'arrive dans 5. L'Ashtamtish, proposé par le Journal du Jura. L'Ashtamtish épisode 5, on va revenir évidemment sur l'actu du HC Bienne, mais aussi parler d'un jeune retraité et de son maillot. Ça se passe comme toujours avec à l'aile droite Laurent Keissel, responsable des sports du Journal du Jura. Et à l'aile gauche Cyril Pache, journaliste à Sport Center. Et au centre, moi-même, Linden Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. Pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, on aura aussi un invité. Je ne vous en dis pas plus, l'Ashtamtish, c'est parti. Messieurs, sur les 5 derniers matchs, Bienne en a gagné 3. Rayalalala a scoré 2 fois. Il a délivré aussi un super bassiste à Yanis Moser en prolongation à Davos. Pouliot, il a aussi marqué. On assiste un peu à un réveil des leaders, au réveil en tout cas de la première ligne. De manière générale, ça semble aller mieux dans le jeu. Vous êtes d'accord, Cyril ? Oui, je suis d'accord. Non, il y a eu 2 belles victoires contre Davos, contre Genève. Surtout à Genève, c'était pas forcément évident, même si c'est vrai que Genève sortait de quarantaine, donc ils ont assez vite baissé de rythme, mais quand même, ça reste quand même une grosse équipe. On a senti quand même qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée au HC Bienne, avec justement cette capacité à retourner un match. Ça s'est pas vérifié dimanche contre Fribourg, mais à Davos et à Genève, l'équipe était menée à chaque fois de 2 buts. Elle a réussi à revenir dans le match et à gagner, et ça, c'est des points très positifs. Ouais, pour la petite statistique, en 18 matchs, Bienne a ouvert le score seulement 4 fois. Donc souvent, ils arrivent à renverser la vapeur. Laurent, il y a eu un déclic, t'es d'accord ? Oui, je pense qu'il y a un déclic. Déclic, c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'un déclic, c'est il y a un point dans la saison, on peut dire c'est un point où ça monte après, où ça descend après, c'est un point qu'on peut repérer. Là, c'est plus une tendance à la hausse. Toi, tu parlais de Rayala qui revient. Oui, je trouve que Rayala est mieux. Alors il a plus le coup de patin céleste d'antan, mais il a quand même plus d'implication dans le jeu. Par contre, je trouve que c'est Pouliot qui est en train de descendre gentiment. Les 2 derniers matchs contre Fribourg et Genève, je l'ai trouvé très nerveux. Les petites charges à contre-temps, des petits coups, il parle beaucoup. Il n'était pas comme ça en début de saison, alors que Rayala ne tournait pas du tout. Donc ils sont pas question forme, question tendance positive. Ils sont pas encore dans le même trend, les deux. Tu viens de parler du match contre Fribourg, t'y étais, donc même si le HC Bienne a perdu, c'était pas mal dans le jeu. Ouais, mais c'est Fribourg en face, donc on devrait. Je sais pas s'il faut. Il y a 7 matchs, je crois, cette saison contre Fribourg. On devrait repérer les 4 autres et puis donner congé à tout le monde, 5-0 par forfait, ça ira. Le résultat sera le même. Non, Bienne ne trouve pas la solution contre Fribourg, et Fribourg a le truc contre Bienne. Les Célandais ont passé leur, on va dire les 3/4 du match de dimanche dans la zone fribourgeoise avec le cul collé contre la bande, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à affronter Reto Berra. Dès qu'il y en a un qui essayait de passer, il arrivait à passer le premier rideau, pas le deuxième. Dès qu'un Biennois s'infiltrait, c'était tout de suite avorté. Puis Berra, voilà quoi, c'est Reto Berra. Il faut plus que des petites escarmouches que ce que le HC Bienne a présenté pour mettre un gardien de cette classe en danger. D'ailleurs, le but de Kunti, c'est presque un peu par hasard que Kunti s'est retrouvé devant le but, qui a pu glisser le peu contre les guitares de Berra. Donc voilà, c'est juste pour casser le blanchissage, mais le reste, c'est vraiment anecdotique. Cyril, Fribourg, c'est solide cette saison. Fribourg, quand t'as Reto Berra devant le filet, donc t'es quand même toujours assez bien parti dans un match, on va dire. Et c'est pas une équipe qui est exceptionnelle, je trouve. Par contre, le fait d'avoir Berra au but, ça donne beaucoup de confiance à tout le monde. Tout le monde peut se permettre, sait qu'il peut se permettre une erreur, et puis que ça risque, qu'il y a d'excellentes chances que ce soit corrigé derrière par le gardien. Donc ça aide beaucoup. Après, c'est assez simple comme recette. Ils ont deux, trois individualités qui sont très bonnes, comme déjà le défenseur Gunderson. Devant, c'est pas mal aussi au niveau des attaquants étrangers. Il y a toujours Kylian Motet qui fait un super début de saison. Donc c'est une recette assez simple. Quelques bons joueurs, le reste qui tient la route, et puis un super gardien, et puis ça marque et ça passe, je veux dire.
Mais ils sont super efficaces, moi, j'ai trouvé. La moindre erreur, un petit peu grosse erreur, on va dire, côté zélandais, ça a donné, ça a fait king tout de suite. Hein. Le 2-0, ça part de Yannick Stempli qui manque une charge, qui laisse passer, je sais plus quel joueur fribourgeois contre la bande. Ça a tout déséquilibré le bloc biennois. Il y a un but quelques secondes après. Le troisième but, qui est le deuxième but de la soirée de Kylian Motet, c'est un chef-d'œuvre. Il y a une petite passe de la ligne bleue de Gunderson, déviation de la lucarne. On peut mettre Joren von Pottelberg, mais on aurait pu mettre Berra au but là. Je pense que le résultat aurait été le même. Il y a des avis d'individualité. La confiance, c'est pas seulement dans le bloc défensif à Fribourg. On a l'impression que Reto Berra maintenant est bien installé, puis ça irradie sur tout le dispositif. Moi, j'ai quand même, sur les équipes que j'ai vu jouer cette année, même l'année passée, j'ai quand même rarement vu un gardien qui sauve autant de matchs que Berra. Ça, je trouve, c'est rare qu'il ait un mauvais soir. Ça lui est arrivé la saison passée 2-3 fois contre Lausanne. C'était l'inverse. Pour Fribourg, c'était l'équipe contre qui ils avaient beaucoup de peine. Mais sinon, il est toujours au top, quoi. Bienne qui a donc déjà affronté 4 fois Fribourg et perdu 4 fois. La 5e, ce sera début janvier. Un calendrier un peu spécial avec aussi 3 fois Genève dans les dernières semaines de la saison. Bref, ça c'était pour Fribourg. Vous avez noté la belle performance de Reto Berra. Côté biennois, les gardiens, Joren van Pottelberg, Galien Pope. On continue un peu la rocade. C'était Van Pottelberg contre Fribourg qui a sorti un très bel arrêt qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il se détache un peu gentiment, Laurent? Je pense qu'il se détache un petit peu parce j'ai l'impression qu'il donne plus confiance à l'équipe. Après, c'est vu de la tribune de presse. Après, je peux pas. Il y a d'autres relations avec le gardien aussi. Des fois, c'est aussi un peu personnel, hein, par rapport aux défenseurs, comment le gardien se comporte. Moi, il y a la gestion des liens Pope est assez particulière, je trouve. Il a Joren von Pottelberg revenait de quarantaine. Après, il a eu des problèmes de dos. Pope fait 2 bons matchs et pof, on met Joren von Pottelberg sur le 3e, alors qu'on aurait pu profiter justement de cette séquence, alors que von Pottelberg revenait pour lui donner quelques matchs pour le mettre en confiance. Et surtout le match à Genève où Elien Pope prend 2 buts en 11 minutes. 2 buts où il est pas, on peut pas dire que c'est des buts qui sont de son fait, j'entends. Les pucks sont toujours arrêtables, mais après 11 minutes, en plus, on a quand même vu sur le banc que Lars Eulenberg avait l'air fâché. Donc, il y a quand même une gestion assez particulière, je trouve, d'Elien Pope par Lars Eulenberger. Je sais pas ce que t'en penses, Cyril, toi qui est... Je pense que c'est assez clair que dans l'esprit de Leuenberger, le numéro 1, c'est quand même Van Pottelberg, même s'il n'a pas toujours justifié la confiance que le club a pu lui donner, mais je pense que Pope reviendra toujours de très loin par rapport à Van Pottelberg, et puis il devra faire vraiment des matchs exceptionnels pour rester au but. Et ça s'est quand même vérifié à plusieurs reprises, justement, où il y a eu certaines fois on pensait Pope a enchaîné quelques bons matchs, et est-ce que il va continuer à le faire jouer? Mais non, il y a toujours eu des changements, et puis je pense que c'est clair que le gardien qui doit être le numéro 1, ce sera Van Pottelberg, et puis tout est fait justement pour que ça se passe comme ça. Donc, petit pronostic, Laurent Van Pottelberg sera titulaire contre Zurich mercredi. Oui, ça me paraît assez évident. Le match contre Fribourg, il a pas grand-chose à se reprocher. Il a même été, je trouve, bon sur sa ligne. Là, je pense que Lars Eulenberger va pas faire le même coup qu'Elien Pope. Il va donner des matchs à Joren van Pottelberg. Comme le disait Cyril, je pense qu'à son esprit, il pense que c'est le numéro 1. Donc c'est le gardien qu'il faut mettre en confiance, quitte à casser le moral du numéro 2, qui a moins d'importance dans la hiérarchie. Donc, je pense, moi, je mise pour Van Pottelberg. Cyril, toi aussi? Alors, moi, je verrais plutôt Elien Pope. C'est juste son esprit de contradiction. Non, justement, typiquement, un match compliqué à l'extérieur, pour préserver celui qu'on pense qui sera le numéro 1, on met le numéro 2 qui aura un match bien compliqué contre si ce n'est la meilleure équipe du championnat. Donc moi, je verrais bien un Pope au but contre Zurich. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un entraîneur peut choisir son gardien en fonction de ses désirs personnels. Souvent Saloper le moral de son deuxième gardien dans lequel il ne croit pas,
pour dire voilà, j'ai bien fait de miser sur l'autre. C'est ça que je veux dire. Souvent, le deuxième gardien va hériter des matchs les plus compliqués. Alors, ça veut dire des matchs à l'extérieur où l'équipe généralement a de la peine ou gagne pas forcément. Paradoxalement, je pense qu'un match contre Fribourg-Gotteron cette saison est plus compliqué pour le HC Bienne qu'un match à Zurich. Ouais, certainement, mais voilà, c'était un match à la maison. Il y avait déjà 2 victoires. Moi, j'ai personnellement, enfin, c'est pas tellement le choix des gardiens qui m'a surpris pour le match contre Fribourg, c'est plus le choix des étrangers avec avec Komarek qui reste en tribune alors qu'il venait d'être. Enfin, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs du HC Bienne en tout cas dans les 2 derniers matchs qu'ils ont gagnés durant la semaine. Et voilà, c'est un choix que j'ai un peu de la peine à comprendre, d'autant plus que la ligne avec Offert et Uglis Offerer fonctionnait vraiment bien, quoi. Komarek, c'est 5 matchs, 3 buts, 1 assist. Il crée du danger, on le voit beaucoup dans une partie. Résultat, son contrat est logiquement prolongé jusqu'à fin janvier. On peut s'attendre à plus, on peut s'attendre à 5 mercenaires pour toute la saison. Bon, ça, on verra cette saison. Écoute, c'est un peu l'éternel débat. On ne sait avec pas si on joue encore au hockey fin janvier, donc on va déjà aller jusque-là. Non, moi, le choix de Komarek, ça fait penser un peu à la Pope von Pottelberg, c'est-à-dire que dans la tête de l'esprit de Leuenberg, il y a le Jurassien sans sélection junior qui vient du club, etc., avec un gars qui vient de l'extérieur, qui a déjà des sélections même en équipe de Suisse, qui part avec une prime. Et puis côté étranger, on a du Canadien, on a du Finlandais, on a du Suédois, puis on a un Autrichien. Et puis l'Autrichien, c'est moins coté. Donc moi, je me suis en train de me demander des fois si dans l'esprit il y a trop de hiérarchie dans l'esprit de Lars Leuenberger, parce que tout comme Cyril, moi j'étais très surpris que Komarek ne joue pas, parce que cette ligne offert Komarek Ugli était la meilleure du HC Bienne ces dernières sorties, depuis que Komarek est arrivé d'ailleurs. Et Ulström, il a du mal à se remettre de sa commotion cérébrale. Il l'a encore montré hier, il n'était pas terrible. Hein. Je pense même cette ligne, on l'a pas trop vue. Il a un peu cassé son jouet, je trouve, Lars Leuenberger. Tu penses qu'il y a une hiérarchie dans sa tête? En tout cas, ça aurait été un bon match pour, par exemple, donner une fois une pause à Pouliot, par exemple. C'est vrai, comme tu l'as dit juste avant, on sent qu'il est un peu nerveux, il doit être un peu frustré parce que ça joue pas comme il aimerait sur la glace. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment... en plus, Bienne venait de gagner 2 matchs de suite avec cette ligne qui tournait bien. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi Komarek joue pas ce match dimanche à domicile contre Fribourg. Surtout que, justement, c'est une équipe contre laquelle il avait jamais joué. Donc, les Fribourgeois le connaissent pas trop. Donc, ça aurait été une bonne occasion pour le laisser dans le coup. Puis surtout... Quand un gars tourne bien, il faut le laisser. Il n'y a pas aucune raison de le changer. Ça aurait pas changé grand chose au sort du match, je pense. Ça aurait peut-être eu 4-2, je sais pas. Mais de toute façon, c'est Fribourg, hein, d'accord. On a encore 3 défaites à attendre, contre Fribourg. Mais Cyril, avec ta carrière de joueur, tu confirmes ce que dit Laurent. Certaines fois, les entraîneurs prennent des décisions en fonction, on va dire, de la carte d'identité du joueur et pas que avec ce qu'il apporte sur la glace. D'une sorte de hiérarchie virtuelle, un peu, quoi. Oui, bien sûr, il y a une hiérarchie dans toutes les équipes. Après, c'est clair que c'est plus facile d'envoyer le petit nouveau en tribune plutôt qu'un joueur établi comme Pouliot, par exemple, sur un match comme ça. Donc, c'est clair que c'est toujours très délicat parce qu'il faut aussi ménager les susceptibilités de tout le monde. Après, moi, je suis persuadé que Pouliot aurait pas fait la gueule pendant 3 semaines s'il avait pas joué dimanche, et puis qu'il aurait peut-être compris que voilà, une fois un match de repos, juste être en tribune, regarder l'équipe, des fois ça change les idées, puis ça ramène un peu de fraîcheur. Laurent, au moment de faire des choix, selon toi, vaut mieux être suisse-allemand que roman, vaut mieux être suédois qu'autrichien? Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'en reviens toujours quand je vois Kohler et Nussbaumer dans ce 4e ligne avec Tanner. Moi, je me dis, les deux, bon, Tanner, il est Appenzellois, hein, j'ai rien à voir avec le Jura, avec notre belle région. Mais je me dis, pourquoi pas aussi un peu changer, quoi, mettre Kohler avec Pouliot et Rayala, par exemple, pour un peu mettre parce que c'est un gars, je pense, question patinage, j'arriverai à suivre, et puis ça ferait peut-être un déblocage. Peut-être Nussbaumer dans un rôle un petit peu plus offensif, parce que on sent qu'il est un peu à l'étroit, là, dans cette 4e ligne défensive.
je sais pas, un petit peu bouger ça. Alors peut-être que si Kohler, il s'appellerait au lieu de Gillian Kohler, il s'appellerait Hans-Peter Müller-Kohler. Je ne sais pas si tout d'un coup, ou bien. Kohler, c'est bien suisse-allemand. Ah oui, pourtant, Douce-Bomber aussi. Hein. Le HC Bienne qui n'a pas fini son année 2020, match mercredi contre Zurich et le championnat continue le 2 janvier, le 5 janvier. Bref, le rythme s'accélère. Et pour conclure l'année en beauté, Laurent, je crois que tu nous as réservé une petite surprise avec un ancien défenseur russe du HC Bienne. À l'approche de la fin de l'année, je suis toujours pris d'une irrésistible envie de faire le point, le bilan, de regarder un peu en arrière. Après de longs mois de travail et d'efforts, article après article, je me recentre sur l'essentiel. En cette funeste année 2020, cette quête de sens m'a conduit à Mikkeli, bourgade de 53 000 habitants, 630 km au nord d'Helsinki. Je n'ai pas pensé à la Finlande pour le froid et le temps pourri, on a tout ce qu'il faut en la matière dans le Sénad, mais pour retrouver Alexander Yakovenko. Après 3 matchs au HC Bienne en février dernier, le défenseur est retourné à Yukurit, le club de hockey local. La dernière fois que j'ai croisé le jeune russe né au Kazakhstan, c'était le 12 mars dans un bar de Bienne. La saison s'était terminée le matin même. Les yeux vitreux, l'haleine fétide, la démarche peu assurée, Alexander Yakovenko ressentait sans doute les premiers effets du coronavirus. Activant mon réseau de contacts, j'ai réussi à dénicher son numéro de téléphone portable. On l'appelle ? Oui, super Laurent, t'es vraiment génial. Tu es encore meilleur que Massimo Lorenzi. Ah, merci les gars, sincèrement. Vos encouragements sont ma nourriture. Si vous insistez, je vais l'appeler. Laissez-moi juste le temps de faire son numéro. Da? Va notre pas de téléphone? Bonjour Alexander, c'est Laurent Kleissel du Journal du Jura. Comment allez-vous? Привет, Laurent. Ça va pas le faire comme ça, là. Vous n'aviez pas appris le français lors de vos 3 semaines intenses à Bienne? Oh, pardon, excusez-moi. Si, moi apprendre très bien français avec petit bonhomme Kevin. Moi, me rappeler lui toujours dire nom d'une saucisse. Ah oui, vous parlez de Kevin Fay. Quel souvenir gardez-vous de votre passage à Bienne? Quand moi arrivé dans vestiaire, clown au nez tordu m'accueillir avec beaucoup rigolade. Un clown au nez tordu au HC Bienne? Oui, lui très drôle. Lui me dire qu'un jour jouer NHL avec Pavel Datsyuk et être toujours copain avec lui. Moi, beaucoup rigolé. Ah, mais vous parlez de Damien Brunner, en fait. Effectivement, il a joué au Detroit Red Wings avec Pavel Datsyuk. Et il est resté ami avec cette grande star qui est cette grande star du hockey russe. Donc c'est juste... Ah, toi aussi très drôle. Toi dois devoir jouer au hockey, HC Bienne. Non, pas du tout. Moi, je ne suis qu'un humble journaliste. Alors, si je comprends bien, votre intégration c'est très bien déroulé au HC Bienne. Premier jour, petit bonhomme Kevin arrivé avec vodka de son pays. Lui, être Damascine. Damascine est comme vodka, mais moins fort. Bon pour petit déjeuner avec tartine. Équipe très sympa, très rigolo. Le plus amusant, être petit capitaine. Quand lui dire à moi que lui légende quand jouait 2 minutes par match. Moi aussi beaucoup rigolé quand Jonas expliquait à moi placer argent pour faire bien business. Lui dire kitesurf, avenir, pas syndicat joueur. Et si ça va pas, gentil Antoine sans cheveux me proposait pilule contre mal pays. Et sur la glace, dans le jeu, ça s'est bien passé? Ah bon, Yannick érotique dire à moi comment jouer au hockey. Lui dire, bien, défenseur est facile. Toi pour un puck pour marquer but. Moi demander à Costo Béat et Blond Hansi si moi aussi devoir faire comme beau Yannick érotique. Et qu'est-ce que Beat Forster et Hansi Salmela vous ont répondu? Rien du tout, eux pas parler. Quand eux parlaient, pas comprendre. Langue pas connue homme. Ah oui, je vois, ouais. Et avec les dirigeants, comment ça s'est-il passé? Il semble que vous les ayez convaincus. Oh, signature, contrat très étrange. Normalement, Russie, président, venir avec mafia et dire « Toi, signer sur feuille, pas besoin de lire contrat. » Ah bien, pas comme ça. Sérieux, manager Daniel? A pas besoin garde du corps avec lui. Juste accompagner grand bûcheron avec beaucoup cheveux. Ah, vous voulez parler
de Martin Steinegger. Oui, lui est arrivé bureau depuis Forêt, avec armes et chevreuil sur l'épaule. Lui dire, pas eu le temps passer maison pour ranger commission et honorer promise. Lui, beaucoup connaître hockey. Et avec Daniel Villard, de tout ça, ça s'est bien passé. Lui, tout de suite, demander à moi s'il aimait Schalken ou le Fir. Moi, rire beaucoup et répondre à lui, Schalken ou le Fir. Être aimé comme en Russie, dire aimer Traktor Tcheliabinsk. Après, réponse-moi, manager Daniel, plus jamais parlé à moi. Bon, moi, allez, ce soir, avoir match contre Luko. Alors, merci pour le téléphone, hein. Ok, merci Alexander, et puis, bonne chance pour la suite. Merci Laurent pour cette dernière chronique de 2020 et pour ce dernier épisode de l'année. Justement, on va parler d'un des faits les plus marquants de l'année. Le fait le plus marquant, évidemment, c'est la présence de ce défenseur russe, Alexander Yakovenko. Mais derrière ça, il y a la fin de carrière de Mathieu Chantré. Et justement, c'est l'heure du premier invité de l'histoire de ce podcast, car la TV locale, Télé Bilingue, a suivi le capitaine durant toute sa dernière saison. Résultat, un documentaire de 52 minutes qui sera diffusé le 2 janvier pour la première fois. J'ai eu la chance de voir déjà quelques images. Ça vaut le détour. Le rédacteur en chef de Télé Bilingue, co-réalisateur du documentaire, Grégory Brodard, est avec nous pour en parler. Quel accueil! Salut Greg, ça va? Mais bien, et toi, Linda? Bien, merci. Bon Greg, après tant de travail, je t'ai vu durant toute la saison faire des images pour ce documentaire. Là, on est à quelques jours de sa diffusion. Impatient? Plutôt impatient qu'il soit fini, parce qu'il n'est pas encore fini. Une fois que l'émission est finie, je dois retourner faire du montage. Donc ça, c'est la plus grande impatience, c'est qu'il soit prêt pour le 2. Encore quelques ajustements, mais vends-nous du rêve. En résumé, on voit quoi durant 52 minutes? Comme Laurent l'a si bien dit, une légende du club. Non, je pense vraiment, pour moi, c'est la fin d'un chapitre pour le HC Bienne avec son départ. Je pense que c'était le joueur qui symbolisait le mieux cette reconstruction que le club a eue. Et finalement, le documentaire nous amène un peu plus dans les coulisses, les choses que les spectateurs ne voient pas forcément. On a vraiment une grande partie sur la préparation estivale, chose que Mathieu adorait, et je pense que la plupart des joueurs sont dans la même situation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le côté, on a pu suivre le voyage dans le car avec l'équipe. Donc voilà, c'est un peu l'entourage de Mathieu aussi qui le raconte finalement. Dans l'entourage, il y a notamment sa maman, il y a des anciens coéquipiers, anciens entraîneurs, il y a aussi Cyril Pache et Laurent Kleissel. De même que Moritz Bill du Bieler Tagblatt, qu'on salue. C'est pas que sur sa dernière saison. Donc, tu l'as dit, on voit l'avant-saison, on voit la saison, mais il y a aussi le passage en Ligue B, par exemple. Ouais, exactement. Ouais, ça commence, le documentaire commence avec la préparation estivale, mais finalement, l'histoire commence avec son enfance et ses premiers pas aussi dans la première équipe, où on le voit finalement grandir en même temps que le club, finalement, et se reconstruire. Le club se reconstruisait à ce moment-là et lui a participé finalement. Donc c'est un peu ça. Laurent? Cyril, toi t'étais dans l'équipe quand Mathieu est arrivé. Quand t'as vu ce petit gars qui dépassait à peine la bande là, qui postulait pour une place de titulaire, tu t'es dit quoi? Bon, quand il est arrivé, il était déjà bon, hein. Il faut quand même admettre qu'on voyait qu'il avait beaucoup de talent et tout. Et c'était vraiment déjà un super joueur. Mais en effet, c'était quelqu'un je trouvais très modeste. Enfin, il est toujours resté, hein. C'est quelqu'un d'assez modeste, d'assez humble, comme ça. Et il se prend pas la tête. Et puis, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que je trouve que, malgré tout le succès qu'il a eu avec le HC Bienne, le fait qu'il soit devenu capitaine plus tard, il a jamais vraiment changé. Il a grandi, il est devenu plus mature et tout, mais au fond de lui, c'est quand même toujours resté ce joueur que j'ai rencontré au début, qui aimait avant tout jouer, qui avait de l'enthousiasme, et puis qui avait beaucoup de respect aussi pour les autres joueurs, pour le club, et puis pour tout ce que ça représente. Tout comme Cyril avait beaucoup de respect. Je me souviens d'une discussion avec lui en début de saison. Pour ceux qui savent pas, j'aime bien les statistiques. Et Cyril est avec 179 goals, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Et Mathieu, au début de la saison, était à 174 goals. Et je lui demandais, est-ce qu'il tremblait
finalement pour sa deuxième place. Et puis, avec un grand sourire, il m'a dit, oh non, j'ai vraiment pas peur, je vais rester deuxième. Non, le truc, c'est que c'est difficile de comparer les deux parcours parce que Mathieu a quand même fait beaucoup de saisons en Liga. Donc forcément que si le club avait été en Ligue B, il aurait eu beaucoup plus de goals aussi. Hein. C'est normal, c'est plus compliqué d'aller marquer des buts contre les meilleures équipes du pays. Mais enfin, je pense que le parcours qu'il a réussi à Bienne mérite beaucoup d'admiration de tous. Et puis on le ressent aussi quand les gens parlent de lui, c'est que voilà, je pense qu'aussi c'est quelqu'un qui peut inspirer. D'ailleurs au travers du documentaire qui va bientôt sortir, j'espère que ça va inspirer beaucoup de jeunes de voir que le gars de la région qui commence le hockey, qui a des rêves et puis qui finit capitaine d'une équipe pendant tant d'années, je trouve que c'est une histoire qui est géniale et je me réjouis de la regarder dans le documentaire de Grégory. Et dans tous ces goals, il y a évidemment le goal marqué le soir de l'Ascension face à Bâle. Il avait marqué ce soir-là. Il y a une question un peu personnelle. Grégory, tu en avais parlé sur les ondes de Canal 3. Pour toi, Mathieu de Chantry, en tant que journaliste, c'est pas n'importe qui. Non, je pense que on a tous un fait marquant. Moi, c'est le début de ma carrière journalistique. Finalement, j'ai un CFC pâtissier confiseur et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à Canal 3, à Télébilingue, pardon. Et là, ouais, une des premières personnes que j'ai pu interviewer, c'était Mathieu. Et je pense que ça reste dans un coin de la tête, finalement. Je sais pas si Laurent se souvient, finalement, de la première interview qu'il a faite en tant que journaliste. La première interview en tant que journaliste ou avec Mathieu? Non, en tant que journaliste. Oui, ça, c'est des choses qui restent, oui. Mais Mathieu, moi, il m'a agacé un petit peu au début comme joueur parce que c'était un peu le gars, il était à son âge pour la Ligue B, c'était un joueur assez rapide, assez technique. Hein, il joue au centre au début, hein, faut oublier. Hein, il est passé à l'aile après la promotion en Ligue, l'année de la promotion, je crois, si je me souviens bien. Et il m'agaçait un petit peu avec cette proportion de vouloir traverser la patinoire et se faire scotcher dans l'arrondi en face quand il arrivait de l'autre côté. Et puis c'est un joueur que j'ai appris à apprécier, que ça soit en tant que personne et en tant que joueur, puis en tant que journaliste surtout, parce que c'est vrai que maintenant on a des saisons, il y a plus de 50 matchs avec les playoffs et tout. On arrive les lendemains de match, on n'a pas toujours une idée pour écrire un truc intelligent. Et puis quand on sait pas, on est allé près de Mathieu, dit tu penses quoi de ça? Et puis on était même plus dans l'interview journalistique, on était la discussion entre deux passionnés de hockey, puis il y avait toujours quelque chose à en sortir. Ça, c'était le bon côté de Mathieu, des dernières années de Mathieu, qui était devenu, comme il était en âge presque plus proche des journalistes que du sol de l'équipe, et c'est vrai qu'il était devenu assez proche des journalistes, il était devenu presque assez amical, on va dire. Non, mais je pense qu'il a mûri, et puis aussi avec les années, il a appris à apprivoiser les journalistes et comprendre aussi que la presse locale a aussi son importance. Et puis finalement, pour nous, en tant que presse locale, un joueur comme lui, qui a fait toute sa carrière dans le club, a aussi son importance. Et finalement, on peut s'identifier au club au travers de Mathieu. Moi, je me souviendrai toujours, comme il disait, Laurent, avant, c'était la grande période du FC Bienne. Mathieu était blessé, mais il allait courir en dehors de la Tissot Arena. C'était la fameuse époque où il y avait M. Effeli avec ses grands projets, était en faillite. Et finalement, j'étais en train de faire un sujet sur le FC Bienne, mais Mathieu est resté pendant 3/4 d'heure à me parler de business, d'argent, et finalement, on a parlé de tout et de rien. Et ouais, c'est, je pense, des relations qui se perdent un peu de nos jours et qui sont plus compliquées, en fait. Il a une énorme qualité. Tu parles de la presse locale, c'est qu'il est bilingue, évidemment. Dans ton documentaire, t'as fait comment? Il parle en allemand, il parle en français, les deux? Alors, dans le documentaire, chacun parle sa langue maternelle. On n'a pas demandé à Cyril et à Laurent de parler en suisse-allemand. Merci. Non, Mathieu, il a cette chose. Si tu le connais, si tu sais que tu dois faire une interview, il est parfaitement bilingue. Mais au fur et à mesure des interviews, tu le sens un peu, et puis tu sais que si c'est un match, où il a fait quelques erreurs, ou si c'est un thème un peu plus compliqué que tu vas aborder, tu commences directement en suisse-allemand et ça va mieux. Après, le français, c'est quand tout va bien, ça passe crème avec lui. Mais si je me trompe pas, en lisant l'article qu'il y avait eu au sujet du documentaire dans le journal du Jura, il me semble qu'à un moment donné, tu dis que quand il est agacé, il s'exprime, je crois,
plutôt en allemand ou en Ouais, français? c'est quand il est vraiment, tu sais que c'est un thème, chaud et compliqué pour lui. Il faut parler en suisse allemand et tu sais qu'il va se livrer plus qu'en français. Spoiler, donc, le soir du choréo des fans, hein, la soirée de rêve pour Mathieu de Chantry, à la fin, il a donné une interview, du coup, en français. Ça, on le retrouvera dans le documentaire. Greg, on avait parlé de ce documentaire avant que tu le réalises et tu disais rêver d'une diffusion à peu près au début de la saison suivante lorsque son maillot sera sûrement accroché au plafond de la Tissot Arena. Finalement, ça s'est pas passé comme on veut, mais le maillot sera quand même retiré. Maillot numéro 12. Cyril, content pour ton ancien coéquipier qui sera donc le deuxième joueur du HC Bienne à avoir son maillot accroché au stade du HC Bienne. Bah oui, forcément, je suis très content. C'est un magnifique honneur pour tout le parcours qu'il a fait à Bienne et puis espérons que d'ici là il y aura de nouveau du public. Évidemment que la cérémonie va pas se faire si les matchs se jouent encore à huis clos, mais j'imagine que ce sera une belle fête pour lui et pour le club. Greg, le documentaire c'est donc le 2 janvier pour sa première diffusion, il sera rediffusé, disponible sur internet. Exactement, rediffusé sur la chaîne le 9 et le 10 et disponible je pense à partir du 11 sur notre site internet. Il faut préciser aussi que Mathieu de Chantry lui-même ne l'a pas encore vu. Ouais, et si j'ai bien entendu Canal 3, il n'a pas trop envie de le regarder. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est assez soucieux quand même de ce qui se passe. L'interview qu'il a donnée chez vous est pas si fausse, il a essayé à plusieurs reprises de demander de voir le documentaire avant, mais j'ai toujours dit non, et je maintiens mon non. Et je pense qu'il va attendre plutôt des retours avant de regarder lui-même. Moi, j'ai une dernière remarque une dernière question plutôt pour Grégory Brodard, parce que nombreux auditeurs le savent peut-être pas, mais Grégory est fribourgeois. Et on en parlait en première partie d'émission, donc on en est à 4 victoires pour Fribourg-Gotteron contre Bienne cette saison. Il y a encore 3 matchs, 3 chocs entre les deux équipes. Fribourg est combien premier, deuxième maintenant? 2, dit-il modestement. Cette saison-là, ce titre, vous voulez le ramener une fois, tu penses? Ou bien c'est, comme le dit Klaus Saug, c'est l'équipe qui, pour l'éternité, sera toujours assez bonne pour arriver en finale, mais ne va jamais gagner. Je sais pas. Non, question difficile. Mais je pense qu'il y a un peu tout qui s'aligne. On a été éliminé de la coupe. Je pense qu'il y a une très bonne chose pour l'équipe. Comme Cyril l'a dit en première partie, je pense que y a Reto Berra qui est juste monstrueux devant cette cage. Je pense qu'on peut comparer un peu aux saisons du HC Bienne avec Hilaire, qui fait un bien fou. On a l'entraîneur le plus stylisé de la ligue. Joli costume de Noël. Joli costume de Noël. Et puis surtout, jusqu'à maintenant, il y a Sprunger qui fonctionne pas, donc je pense que il y a encore de bonnes surprises. Tu penses que le HC Bienne au mois de mars, les blessés, tout le monde était de retour de blessure. T'as vraiment suivi cette équipe de près pour faire ton documentaire. Tous les blessés étaient de retour, le HC Bienne jouait bien, il alignait les victoires et les playoffs sont annulés. Est-ce que tu penses que le HC Bienne, là, ils ont loupé pour le printemps dernier? Peut-être, c'était comme on dit, la fenêtre s'est refermée pour le HC Bienne. C'était le printemps dernier, peut-être qu'il y avait un titre. Peut-être que cette fenêtre va s'ouvrir le printemps prochain pour Fribourg. Tu penses qu'ils ont loupé le coche le printemps dernier, Bienne? Difficile à dire. Je pense que, je vais citer Mathieu. Je pense que lui, il y croyait vraiment de finir là-dessus. Je pense vraiment que l'équipe, la saison passée, a commencé vraiment en abusant de certains joueurs avec ses blessures et tout. L'équipe se mettait en place gentiment. Elle avait eu son gros trou de 10 matchs, je crois. Oui, en décembre et janvier, voilà. quelque chose comme ça. Ouais. Et tout se mettait en place gentiment. Et je pense que le premier tour contre Genève aurait déjà donné un bon indice. Et moi, je pense qu'ils auraient pu aller et franchir encore un palier supplémentaire. Alors, peut-être pas le titre, mais la finale, je pense qu'ils auraient réussi. C'est tout le mal qu'on souhaite à Fribourg le printemps prochain. Cyril, Ouais, moi, j'avais encore quand même, avant que Grégory nous quitte, une question quand même à lui poser. C'est quel autre joueur du HC Bienne, alors légende ou pas, t'inspirerait pour faire un documentaire dans l'équipe actuelle? Si tu pouvais en choisir un, tu prendrais qui? Et pourquoi? C'est beaucoup de générationnel. Enfin, pour moi, c'est générationnel. Mathieu a vraiment, j'ai grandi en même temps que lui dans le club. Je pense que si j'avais l'âge,
de Laurent, j'aurais fait sur les bad boys du HCBN, c'est-à-dire Serge Meyer et Cyril Page. C'est quand même fou de se dire que les deux joueurs les plus pénalisés du club on peut ajouter Martin Steinegger aussi pour le making-of, le best-of. C'est un excellent sujet. Et puis, sur la période actuelle, c'est plutôt quelqu'un qui m'a marqué, mais qui est plus là et que j'espère va revenir, c'est Gaëtan Haas, je pense. Pour moi, c'était vraiment le junior. Il arrivait en même temps que moi que je suis arrivé à Télébilingue, lui il est arrivé dans la première équipe. Il y a toute cette relation avec Kevin Schlepfer qui était assez compliquée au début et employé un peu et tout. Il y a le choix qui est honnêtement hyper courageux de signer à Berne pour moi. Je pense qu'il avait d'autres possibilités que de signer à Berne. La NHL qui fait rêver et j'espère qu'il aura l'intelligence de finir sa carrière ici. Pour revenir sur ce qui a été dit, j'ai parlé avec Kevin Fay de est-ce que la saison dernière c'était la saison ou jamais, c'était la fin d'un cycle, et il a très bien résumé avec ses mots. Il a dit Jonas était chaud, Mathieu était chaud, l'équipe était chaud. Il y a quelque chose qui se passait dans cette équipe, mais bon, il n'y aura pas eu de titre vu que les playoffs ont été annulés. Et justement, titre ou pas, playoff ou pas, cette fin de saison dernière, ce début de saison actuelle, on en parle dans le quiz de la fin d'année. C'est parti donc pour ce dernier quiz de l'année 2020, un quiz qui reviendra sur ces 12 derniers mois. Merci Grégory Brodard d'être passé dans la Stammtisch, tu resteras à jamais le premier invité du podcast. Yes. Ah, bravo. Bravo. Et donc on rappelle encore une dernière fois, ne loupez pas le documentaire dès le 2 janvier sur Télébilingue. Laurent, Cyril, on va revenir sur ces derniers mois, on va revenir aussi donc sur la saison dernière, vous le savez. Du 1 janvier au 31 décembre, ça concerne 2 saisons. Il y a eu un spoiler qui a été dit par Grégory Brodard pour cette première question. Attention, je sens que ça va aller très vite. Contre qui Bienne aurait dû disputer son quart de finale des playoffs? Genève Servette. Bien joué Laurent, Genève Servette. Il l'a dit, Grégory Brodard l'a dit. Ouais, il a vendu la mèche. C'est ça, ça fait quand même 1-0, mais effectivement, Bienne aurait dû gagner sa série 4-0 face à Genève. Une fois... non, loin de là. Je rigole. 4-1. Genève était déjà solide et le reste cette saison encore. Une fois n'est pas coutume, un joueur suisse avait terminé la saison régulière meilleur pointeur de National League. Qui est-ce? Pius Suter. Bien joué Cyril. Pius Suter. J'ai encore l'accent russe dans la bouche, j'ai pas pu le dire. Pius Suter. Sauf erreur, c'est le premier Suisse depuis Damien Brunner à réaliser. Ouais, et avant c'était qui avant Damien Brunner? Ça c'est trop lointain pour Lindon. J'étais pas né. J'étais pas né, ouais. Guido Lindemann en 83, je crois. Ah bah j'étais vraiment pas né. Ouais. Qui a d'ailleurs un bistrot très sympa à Rosa. Oui. Vous pouvez le voir en personne. Oui, il faut pas s'arrêter là parce que tu risques de tomber sur des joueurs et c'est jamais très bien, quoi. Faut en croire une expérience. Suter à 53 points en 50 matchs. On a parlé beaucoup de Mathieu de Chantré avec Grégory Brodard. Mathieu de Chantré qui a donc arrêté sa carrière après 899 matchs disputés avec le HC Bienne. Combien de matchs pour l'autre retraité, Jonas Hiller? Combien de matchs au HC Bienne, je précise? Allez, c'est compliqué. Attends. 6. Il a fait combien de saisons? Je te dis pas. Il en a fait 4, sauf erreur. Ah non, mais Lindon, si ouais tu tends la perche là. Ouais, moi je pense qu'il était avec playoff compris tout. Ouais, tout compris. Ah, on est à 182. 182 pour Laurent, Cyril? 208. C'est 205. Ouais. C'est pas mal. Culture générale. Mais tu me laisses toujours répondre avant pour les chiffres, hein, c'est facile. 2-1 pour toi Cyril, on précisera. Serait-ce ma première défaite de la saison? On précisera 205 pour Jonas Hiller et 207 pour Reto Berra. Hein, c'était pour l'anecdote. C'est le gardien Fribourg-Gotteron, c'est ça? Exactement. Tentative d'égalisation, Laurent, t'as la pression. Début de la saison suivante, elle est très facile comme question. Hein. Donc début de la saison qu'on vit actuellement, c'était le 2 octobre avec un match contre Lausanne. 6-0. Bien joué. Mais c'était pas ça la question, c'était pas le résultat. Eh oui. Fallait se faire plaisir avec le résultat du match. Attends, c'est une victoire 6-0 contre le LHC, tu penses bien que je m'en souviens? Eh bien, c'est cru peut-être, parenthèse, un peu trop beau après cette victoire 6-0. Laurent, t'en penses quoi? Oui, je pense. Et puis, il faut pas comparer le Lausanne de ce 6-0 puis le Lausanne actuel, parce que quand tu rajoutes Denis Malguin et puis Charles Hudon dans
dans l'offensive, ça te change totalement le visage d'une équipe. Hein. Et puis, Bien était un peu dans l'euphorie de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Donc, non, ça fait du bien à l'ego, on va dire, mais ça a un résultat qui a peu de sens en tant que tel. Bon messieurs, situation inédite, vous êtes à deux partout, faut vous départager. On a parlé de Mathieu de Chantrey longuement avec Grégory Brodard. On a parlé aussi du fait que lors du passage en Ligue nationale B, il y avait les deux joueurs les plus pénalisés de l'histoire du club qui jouaient en même temps. Serge Meyer et Cyril Pache. Dites-moi combien de minutes de pénalité pour Serge Meyer dans l'histoire du HC Bienne. Ouais, il était... Attends, Cyril... Ça, c'est des questions pour Laurent. Hein. Ça, Cyril, il aime bien. J'ai regardé le total là, pour la Ligue B. C'était le premier, il était à 1200 et quelques, mais là, c'est 2 belles saisons à joie où c'est qu'il était autant sur le banc des pénalités que sur la liste des compteurs. Serge, je crois qu'il était à 946, un truc comme ça. 946, c'est le pronostic de Laurent. Cyril, tu peux gagner pour la première fois. Donc, c'est quoi le nombre de pénalités de Serge ? De Serge, ouais. Pour lâcher bien. 920. 946 face à 920. Victoire pour Cyril. Ah là. Bien joué avec. T'es de nouveau très proche. 916 pour Serge Meyer. Ouais. L'Étienne, tu connais par cœur ton nombre de pénalités, Cyril? Alors non, je ne les connais pas, mais je pense que Laurent doit les connaître. C'est combien lui? 894. Pas loin. Hein? Pour bien, hein, mais ouais, pour bien, effectivement. Il y a tout bien l'ensemble de son. Alors il y a pour l'anecdote le vieux stade de glace. Dans les derniers jours du vieux stade de glace, tout le monde est allé un peu se servir de qui a pris la chaise, qui a pris quelque chose, un petit souvenir. Cyril, t'as ramené quelque chose, je crois, du stade de glace. Un endroit où tu te sentais un peu chez toi, au stade de glace. Non, c'est pas l'épissoir. Qu'est-ce que t'as ramené? Ouais, alors en effet, il y avait un objet auquel je tenais vraiment par-dessus tout, c'était de prendre... Alors, à l'époque, c'était pas des beaux bancs de pénalité comme on a aujourd'hui, mais c'était un vieux banc en bois, vraiment très, très grossier, comme ça. Et, ben voilà, j'ai le banc des pénalités chez moi. Je l'ai déménagé hier dans mon jardin, là. On a un petit cabanon de jardin, puis il fait juste la bonne largeur, quoi. Bah, tu m'inviteras l'été prochain pour un petit prendre l'apéro sur le banc des pénalités. J'aurai l'impression d'être... T'as encore ton casque de top scorer, comme ça, tu me donnes une canne, j'aurai l'impression d'y être, quoi. À la limite, je t'équipe complètement. Je ressors l'équipement, puis on prend l'apéro. Ah ouais, on préfère comme ça, quoi. Tu viens, Lyndon? Très volontiers. Pour une fois, tu seras en congé, là. C'est pas toi qui sers. Cyril, Laurent, merci beaucoup. C'en est tout pour ce 5e épisode de la Stammtisch. On se retrouve en 2021. Bonne fin d'année. Ciao. Ciao tout le monde. Bonne année. Ciao, bye bye. Bonne année. Ciao, ciao. C'était la Stammtisch, proposée par le Journal du Jura.